Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler d'Europe, à fond d'Europe, parce que en réalité, les hommes et femmes politiques ici s'agitent, mais tant que l'Europe est ce qu'elle est, ils peuvent s'agiter longtemps, rien ne changera. Tout ça, c'est du théâtre, et nous, on ne parle pas de théâtre, nous, on parle de choses concrètes. Alors pour ça, j'ai reçu Alain Falento. Il a écrit un nouveau livre qui sort là. Moi, j'ai lu l'avant-dernier. Moi, je pensais pas que tu étais aussi prolifique. Hein. Il y a 2 ans. Ah, 2 ans déjà ? Oui, c'est pour Maastricht. Ah bon, bref. Alors celui-là, c'est le nouveau Frexit. Tout va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal si on décide de le faire de manière organisée. Non, ce que je dis, c'est pas le fait d'avoir le Frexit qui va bien se passer. C'est-à-dire que là, tant qu'en fait nous sommes sous le joug de Bruxelles, ça va pas bien se passer. Ah non, mais non, rien de positif ne peut nous arriver. Vous pouvez prendre ça dans tous les sens que vous voulez. C'est pour ça que c'est dommage que le Front National n'ait pas une majorité absolue, parce qu'on aurait pu se rendre compte qu'à peu près aucun point de leur programme n'était applicable. Ils auraient été bloqués immédiatement par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire par Bruxelles. Tiens, par exemple, un point de leur programme principal qui serait bloqué par Bruxelles. On peut prendre la réindustrialisation. Pour réindustrialiser, pour recréer des chaînes de valeur sur notre territoire. Une chaîne de valeur, c'est plus facile à détruire qu'à recréer. Ah, oui. Il faut recréer un biotope, il faut soutenir les entreprises existantes. Donc, par définition, il faut que l'argent public soit orienté spécifiquement vers vos entreprises nationales. Et puis, il faut les protéger, surtout de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'interdit l'Union européenne. Là, la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée. Mais quand M. Bardella, Mme Le Pen annoncent ça pendant les élections, est-ce qu'ils mentent aux gens ? Et je me pose la question. J'ose espérer qu'ils ont des spécialistes, des gens capables de leur dire que ce programme n'est pas envisageable. Alors, une autre hypothèse, c'est qu'ils le savent. Ils savent qu'ils seront bloqués, mais ils vont pouvoir faire savoir pourquoi. Parce que c'est ça ce qu'il faut dire. Voilà. Donc c'est une mauvaise chose. Oui, qui nous annonce pourquoi le programme ne peut pas être mis en place, pour que tout le monde soit à information complète et qu'on comprenne que c'est bien l'Europe qui nous gouverne. Parce que pour la plupart des gens, les causes ne sont pas évidentes. Prenez par exemple ces pauvres salariés de Duralex, une entreprise qui existe depuis, ou les chocolateries Poulain, à côté de chez moi, qui vont fermer. Est-ce que les salariés de Duralex ou les chocolateries Poulain savent que c'est l'Europe qui les a licenciés? Duralex, non, ils ne savent pas. Pour eux, l'Europe, c'est que du positif. Probablement qu'ils vont en vacances en Espagne en se disant qu'il n'y a pas besoin de visa, qu'on n'a pas besoin de faire de change, que c'est extraordinaire, mais ils ne savent pas que quand ils reviennent et que l'usine est délocalisée, eh bien, c'est dû à l'Union européenne. Dans le cas de Duralex, par exemple, regardez, ils ferment pourquoi ? Parce que c'est une verrerie. Parce que les prix de l'énergie sont trop élevés. Pourquoi les prix de l'énergie sont trop élevés ? Parce que les Allemands ont réussi à imposer le marché européen d'électricité pour nous empêcher de bénéficier de notre nucléaire civil. Donc voilà, donc si vous remontez la chaîne, vous tombez sur l'Union européenne. Alors, on va parler de tout ça, mais d'abord, je vais présenter nos amis qu'il y a autour de la table. Alors, Thomas, est-ce que je la prononce en polonaise ou en français ? Comme vous voulez. Bon, je la prononce en français. Siolzik, alors. Siolzik, voilà. Ciao, Tcheka, la polonaise. Voilà. Comment ça va, cher Thomas ? Ça va très bien. Donc, cofondateur de la Concorde, think tank, je peux dire, souverainiste ? Think tank, peut-être pas. Plutôt, je préfère dire module de liaison entre les différents courants souverainistes et plus largement eurosceptiques de tout parti. Ça a pour but, en gros, de mettre du liant pour que les uns et les autres se rencontrent enfin. Bien sûr, parce que le souverainisme souffre énormément en France de querelles, de chapelles. Alors, je dis ça, mais je tiens à préciser tout de suite que un de nos leitmotivs est de ne putcher personne. Je pense que tout le monde a sa place dans le mouvement souverainiste, tous les grands chefs installés ou qui s'installeront ou en train de s'installer, parce que à ma droite, sinon ça va râler. mais
voilà, on ne veut putcher personne et par contre créer une plateforme où on pourra tous discuter entre nous, se réduire potentiellement au plus petit dénominateur commun et après, justement, exploser et enfin gagner à la fois en pédagogie, mais aussi, en fait, en clarté et en nombre de parties, en réduisant. Oui. Merci, cher Thomas. Olivier Piacentini, économiste libéral et souverainiste. Comment ça va, cher Olivier? Ça va très bien, mais je me sens un peu coincé. Pourquoi? La mafia polonaise, là. Oh là. N'ayez plus peur, l'Occident renaîtra comme le phénix, bientôt dans les bacs. Exactement. Et écoutez, moi aussi, je suis aujourd'hui fondateur d'un mouvement souverainiste qui a le même principe, avec des nuances que concorde, et qui vise en fait à être une plateforme de rassemblement où tout le monde nous rejoint. Alors moi aussi, je suis contre les putschs. J'aime pas critiquer les gens de mon camp. Pendant toute cette semaine, je n'ai eu de cesse, partout où je suis passé sur les médias, d'appeler à voter Rassemblement National, parce que malgré tout, je pense que même dans le cadre de l'Union européenne, le Rassemblement National aurait eu quand même des marges de manœuvre pour faire mieux, ne fût-ce que parce que lui ne part pas avec l'idée de faire mal et d'essayer de piéger la France et de l'enserrer dans une nasse, comme fait Macron aujourd'hui, et puis il n'a pas le programme délirant du nouveau Front Populaire, évidemment, un programme totalement débile, hein, moi je le dis, totalement fou, pas seulement au niveau économique, hein, parce qu'il parle aussi de désarmer la police, la légalisation des squats, etc. Enfin, tout est complètement fou. On va rentrer dans des temps très troublés. Je me demande si effectivement c'est pas au final mieux que le RN n'ait pas gagné, parce que les marges de manœuvre sont très réduites, avec un président qui serait contre l'Union européenne, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, etc. On voit bien qu'en France, je discutais avec une dame tout à l'heure qui me disait finalement on n'est même plus libre de voter, même quand on gagne on perd. Bon, mais je pense qu'il faut garder espoir, et je pense que la prochaine sera la bonne, et que très probablement une dérive de l'opinion est entamée. Moi je regarde un petit peu sur le long terme, je vois bien que d'élection en élection, la poussée de nos mouvements est inexorable et qu'on finira par l'emporter. Enfin, quoique, je vais en parler ça avec Alain, nos mouvements, enfin, les mouvements, plutôt tes mouvements ne sont... Pourquoi pas les tiens? Moi, je suis pas spécialement souverainiste. Je tiens à dire... Et puis, en plus, je suis journaliste, je suis donc totalement indépendant, donc je n'ai pas à être d'idéologie, tu vois. En parenthèse, je tiens à dire au public de Géopolitique Profonde que tu es le seul cette semaine à avoir suggéré que le RN risquait de perdre, et j'admire l'intuition que tu as eue. Moi, je ne l'avais pas. Je te remercie. Et vraiment, moi, j'ai des intuitions sur le long terme, mais toi, vraiment, sur le coup, tu as été vraiment... oui, je peux dire quand même que j'ai quelque chose, moi aussi. Hein. Alors, mais tu as été vraiment... tu as été visionnaire sur le coup. J'aurais jamais cru. Merci à toi, cher Olivier. Cher Alain, Olivier a parlé que justement le souverainisme se développait dans les urnes, mais bon, on peut pas dire ça, quoi. Vraisemblablement pas, puisque je crois que Asselineau et Philippot ensemble font moins que le parti animaliste, moins que Jean Lassalle. Donc, il y a des raisons objectives. Hein. Lesquelles, par exemple? Mais ils sont invisibilisés. Voilà, c'est sûr que on s'est bien gardé de faire débattre Asselineau avec Valérie Hayé, hein, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un massacre à la tronçonneuse en direct. C'est pas le même niveau intellectuel, donc c'est sûr. Hein. Ça, même avec Bardella, elle a été rétamée. On les cantonne, on les marginalise, on les fait discuter avec des fous, enfin des farfelus, disons, pour les discréditer. Mais je voulais faire. Est-ce que c'est alors juste faire une observation. Vas-y, c'est que le souverainisme, souvent, on les invite avec des royalistes, avec des bonapartistes, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le souverainisme, dans le reste du monde, ça s'appelle la normalité. Bah oui. Les gens, 95% de la planète sont des citoyens d'un pays. D'accord, ils votent ou pas pour leurs responsables, mais en tout cas, ils ont des responsables qui exercent le pouvoir et qui essayent d'appliquer leur puissance sur les entités politiques extérieures. Nous votons pour des gens qui ne rêvent que de s'en dessaisir.
Hein. Donc, si vous voulez, la normalité, c'est le souverainisme, et la déviance, c'est le supranationalisme. Alors évidemment, ça dure depuis tellement longtemps, depuis tellement de décennies, c'est sûr que, comment dire ça, si vous êtes né ou vous avez vécu trop longtemps dans un asile psychiatrique, vous finissez par vous convaincre que les gens que vous voyez passer derrière la grille, ce sont eux qui sont enfermés. Oui, mais est-ce qu'on peut justifier ça essentiellement par le fait que les médias n'en parlent pas, quoi? Pourtant, moi, je vois, sans le critiquer, je vois M. Asselineau sur Twitter dire qu'il a fait 1 million de vues là, un autre million de vues là, et qu'il est l'homme politique le plus suivi de France, devant l'Édouard Philippe, les Macron et compagnie. Et donc du coup, en fait, le fait que les grands médias subventionnaient l'invisibilisme, normalement, ça ne doit pas être un argument. Mais simplement, on découvre qu'une vue sur Internet, c'est pas une voix. Voilà. Hein. Vous pouvez, c'est vrai qu'Asselineau, pour moi, c'est un conférencier, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est passionnant. C'est un homme d'une culture et d'une intelligence hors du commun. Pour ma génération, ça a été un pédagogue Oui, qui a mais ouvert... Il a labouré le terrain en Oui. termes intellectuels. Attendez, laissez finir. Alors. C'est vrai qu'il a fait un travail exceptionnel. C'est le seul qui est tout théorisé et documenté. D'accord. Asselineau n'est pas réfutable sur son analyse des traités européens. Il les maîtrise parfaitement et tout a été dit. Sur l'analyse des traités européens, tu ne peux pas aller plus loin qu'Asselineau, a priori. Simplement, peut-être que pour les gens, ce n'est pas un homme d'État. Voilà. Moi, je dirais que c'est même pas un homme politique. On va faire ce débat. Pardon. Dans 20 minutes, t'inquiète pas, tu auras Non, 1h30 pour tu as parler. raison. C'est pas un homme d'État? Je sais pas. C'est quand même fort comme mot. Non, mais peut-être les gens voient en lui, ils ont plaisir à l'écouter. Hein, par exemple, il a fait une conférence incroyable qui dure des heures sur l'histoire de France. Sincèrement, tous les écoliers devraient regarder ça et ils en tireraient bien plus de culture que de passer 10 ans au collège et au lycée. D'accord, ça c'est indéniable, mais si ça décolle pas, s'il y a 300 000 voix après 17 ans d'existence, peut-être se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que les gens, au moment de voter, oui, ils sont des millions à avoir regardé avec plaisir ces conférences, mais au moment de voter, ils votent pour quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que ça donne l'impression d'une entreprise unipersonnelle, quoi. Je suis désolé, mais moi, si je dois considérer un parti politique, je voudrais bien qu'il y ait au moins 2-3 têtes connues. Qui vous connaissez, en dehors de François Asselineau à l'UPR ? Tous ceux qui sont connus sont partis, d'accord ? Charles-Henri Gallois, parti. L'économiste Vincent Brousseau, parti. Voilà, moi... C'était qu'avec eux deux, là. Hein. Oui, enfin, je veux dire, déjà c'est les seuls que je connaisse. Mais quand je suis venu en voiture, j'ai vu, il y avait une affiche de François Asselineau qui était... J'ai vu, il est là avec une dizaine de personnes. J'ai jamais entendu parler de ces gens. Je les ai jamais vus. Je ne sais pas qui c'est, et pourtant je m'intéresse de près à ce qui se passe. Ça veut dire que les gens, ils ont besoin d'avoir une identification autre que celle de M. Asselineau. Ben oui, parce que s'il venait à disparaître, qu'est-ce qu'elle deviendrait du parti ? Enfin, c'est une question légitime, c'est comme une entreprise. Une entreprise ne doit jamais dépendre, si possible, d'une seule personne. Quand vous travaillez dans une grande entreprise, la première chose qui est organisée, ce sont ce qu'ils appellent des backups. Voilà, vous ne pouvez pas laisser des projets, surtout de cette importance, dépendre d'une seule personne. Après, c'est pas raisonnable. C'est la même chose pour M. Philippot aussi. Oui, c'est la même chose. On ne connaît pas le numéro 2. Moi, j'en connais quelques-uns. Par contre, je connais Pierre-Yves Rougeron, qui était sur la liste. Je le connais. Mais lui, il n'existe pas depuis 17 ans. D'accord. Quand au bout de 17 ans, vous n'avez pas d'élu local, aucun ancrage local, ce qui fait que vous n'arrivez même pas à récupérer vos 500 signatures pour vous présenter, c'est pas normal. Oui, mais aucun parti souverainiste ne cherche à avoir des élus locaux, pour le coup. Oui, mais enfin, si vous existez depuis 1 an, ça peut se comprendre. Mais au 17 ans, ça fait long quand même. Au bout de 17 ans, normalement, vous devriez plus avoir de problème pour trouver des signatures. C'est-à-dire que la stratégie essentiellement tournée vers le national, c'est peut-être pas la bonne. Ben oui, parce que vous disparaissez pendant 5 ans. Vous réapparaissez régulièrement comme un cétacé pour les élections présidentielles et législatives, quand vous êtes en mesure de vous présenter. Ça veut dire que les partis souverainistes devraient faire comme le Parti socialiste, le Rassemblement national, LR, c'est-à-dire les partis, on va dire, de gouvernement, et aller au canton machin, au truc... Mais LR ne survit que grâce à ça. LR, c'est quoi maintenant ? C'est un parti d'élu local. C'est vrai.
Sinon, il serait mort depuis très longtemps, à mon avis. C'est vrai. un moribond qui survit au Sénat. Et, quoi. et le PS qui fait 1% avec Madame Hidalgo réussit à Ça quand a même à permis au faire PS de 60 et quelques députés aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que quand François Asselineau dit c'est parce qu'on m'invite pas, c'est parce que je suis invisibilisé dans les médias nationaux qu'on vote pas pour moi. Mais vous avez un contre-exemple. Je veux dire, les partis socialistes, ils ont un accès permanent aux médias nationaux, et pourtant ils ont quand même subi des défaites considérables. On va revenir sur ce livre. Pourquoi ce bouquin? Pourquoi cette deuxième partie, on va dire? Le premier, c'était une description. C'était pour l'anniversaire, pour les 30 ans du traité de Maastricht, et puis les 20 ans d'introduction de l'euro. d'Europe. Voilà, ça, c'est le premier, les 20 ans d'introduction de l'euro. Et celui-là, c'était pour montrer, juste avant les Que européennes, c'est possible. que c'est possible. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que les gens disent oui, en effet, peut-être que l'Europe a fait ceci, cela, de mal, ok. Mais pour eux, la sortie de l'Union européenne, c'est une forme d'inconnu Oui. vers peut-être un gouffre sans fond. Oui, mais c'est-à-dire que en termes d'analyse de probabilité, ils préfèrent la certitude de la mort, la certitude de se fracasser, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Si vous restez dans l'Union européenne, la trajectoire, elle est claire. Hein, parce que de croissance, il n'y aura pas. Il ne peut pas y avoir de croissance pour la France dans la zone euro, impossible. En concurrence directe avec des gens qui gagnent, concurrence ouverte avec des gens qui gagnent $500 par mois, ou 500 € par mois en Hongrie ou en République tchèque, c'est pas envisageable. Donc il n'y aura jamais de croissance. Et donc on aura toujours une croissance de la dette supérieure à la croissance du PIB. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des économies autant que vous voulez. C'est ce qu'on nous propose d'ailleurs, c'est la trajectoire que le maire nous propose, des économies. Et bien, si vous n'avez que des économies et pas de projet de croissance du PIB, eh bien, la trajectoire, c'est celle de la Grèce. Mais, très bien. Et à l'inverse- à court terme ou à long terme? Oh, bah, je pense que ça va aller très vite maintenant, parce qu'il y a un effet boule de neige. On en est déjà au stade où on emprunte pour payer des intérêts. Enfin, c'est de la cavalerie ce qu'on fait, ni plus ni moins, depuis complètement. bien longtemps. Hein. C'est de la cavalerie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça, c'est oui. le mot. Oui. Pyramide de Ponzi. Et- Voilà, Est-ce que ça signifie aussi que, parce qu'il y a une génération de baby-boomers qui ont patrimoine, alors c'est pas tous les baby-boomers, mais certains qui ont un patrimoine, à chaque fois il faut que je le dise, parce qu'après, tu vois, je reçois des messages, hey, connard, je suis baby-boomer, j'ai pas de patrimoine. Donc voilà, certains baby-boomers qui ont un patrimoine disent, oui mais si je sors de l'Union européenne, mon appart qui vaut 500 000 va valoir 200 000. Et ça, en fait, c'est une idée reçue qui est une propagande plutôt, qui est envoyée par le mainstream. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, si vous repassez au franc, le franc, c'est le but en fait. On va vous dire, oui, mais le franc va perdre 25% par rapport à ce qui va rester de l'euro, enfin, qui sera un euro On de sera dollar. ajusté comme ça. Bah oui, mais c'est le but, justement. Et puis il perdra peut-être 10% par rapport au dollar, je ne connais pas exactement. Mais c'est normal. Mais vous, pour les gens normaux, je veux dire, vos dépenses, elles sont locales. Votre loyer, il n'est pas en dollars ni en Deutschmark. Votre eau, votre électricité, elle est ni en dollars. Donc en fait, il laisse planer de doute souvent. Pour les plus bêtes d'entre eux vous disent que vous aurez une inflation de 25%. D'accord. Mais en réalité, c'est beaucoup moins que ça, puisque la plupart de vos dépenses contraintes sont locales. Donc en fait, il y aura une inflation probablement de, je ne connais pas les dernières évaluations, mais Oui, il y aura 4%. forcément. Oui. Est-ce Mais- qu'elles sont vraiment locales, sachant que on ne produit plus en France? Oui, mais les loyers, ce sont les loyers. D'accord, ça, c'est vrai. ils sont traduits en francs. Et c'est la dépense contrainte la plus importante pour C'est vrai. pour un ménage en général. L'électricité, si elle est produite en France, c'est en francs. D'accord, surtout l'électricité nucléaire. Pas, évidemment. sûr, Si c'est bien du gaz, c'est différent. Et puis après, il y a des effets de substitution. C'est-à-dire que des produits que vous achetiez à l'étranger, eh bien, deviennent moins intéressants que des produits locaux. Donc il y a Bien sûr. il y a un effet substitution. Donc au final, l'inflation n'est certainement pas de 25%. Donc malgré tout, donc les gens, c'est une idée reçue qu'ils ne doivent pas avoir, quoi. C'est-à-dire que Ah oui, non, 25%. Bruno Le Maire le dit, mais il ne faut pas écouter Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, Bruno Le Maire est quand même déjà le principal responsable de notre situation. Enfin, ce Tu type-là- l'écoutes, toi? Un peu quand même. Oui, mais tu le crois? Non, mais je l'écoute. Ah oui, mais ça Il faut aussi, écouter, j'écoute, il faut écouter Bruno Le Maire. Oui, il faut écouter parce On écoute que aussi Vincent Lagaffe. Hein. Bruno Le Maire est comme le responsable de. Il nous a fait gagner 10 ans d'endettement, en fait. Si vous Ah oui, calculez oui, bien. oui, oui. Grâce à Ouais. lui, on a fait un bond de 10 ans dans l'endettement. Bon, à la limite, supposons, paraît-il, a-t-il sauvé l'économie française. Bon.
Ce que j'ai vu, mais on n'a peut-être pas les mêmes sources. J'imagine qu'il est beaucoup mieux informé que moi, mais moi j'ai vu que le nombre de faillites de TI avait augmenté de 55%, on les publie même plus d'ailleurs. Oui, oui. Soi-disant, paraît-il, il a même envoyé Rachida Dati au charbon, hein, qui droite dans ses loups-boutins, nous affirme qu'ils ont créé 2,5 millions d'emplois industriels. Je ne suis même pas sûr qu'il en reste 3 millions. Mais tout est faux. Tout est faux, tout est bidon. Et en plus, Olivier Marleix nous a dit qu'en fait, mais texto, que le maire a falsifié les comptes pendant 4 ans. Est-ce qu'il n'est pas possible pour la France, parce que vous savez, moi je suis allé à Strasbourg plusieurs fois, j'ai tourné avec Virginie Joron, parce que voilà, on avait des émissions à faire ensemble, et j'ai vu un peu le fonctionnement de Strasbourg. Et le problème, c'est que j'ai pas vu beaucoup de Français, pour pas dire très peu. J'ai même pris le train avec l'actuelle sénatrice LR, et je crois même patronne de la Fédération de Paris LR, Madame Agnès Séveraine. Et elle est venue à Strasbourg avec sa trousse de maquillage, et d'ailleurs c'est tout. On était côte à côte. Hein. Et puis elle s'est barrée, quoi. Elle est allée à Strasbourg, elle a voté, puis elle s'est barrée. Est-ce que si on n'a que des représentants comme ceux-là, qui vont à Strasbourg et à Bruxelles, est-ce que c'est pas aussi, au final, notre faute? Nous avons laissé la place à d'autres pays européens. Moi, je l'ai vu à l'intérieur de Strasbourg, j'ai vu les Danois, les Hollandais, les Allemands, les machins. Ils ont l'air de vraiment de bosser pour le coup. Est-ce qu'on n'a pas créé l'Union européenne sans nous, en fait? Alors, évidemment que les Français ne sont pas les plus sérieux pour prendre possession des institutions européennes, ça c'est sûr. Mais le Parlement de Strasbourg, on n'en a rien à faire. Ici, passe rien au Parlement. D'accord ? Le Parlement n'a de Parlement que le nom. Il n'a pas. L'ordre du jour est fixé par la Commission. Le pouvoir, il est à la Commission. Et nous, en France, là, on est en train de s'écharper sur la composition de l'Assemblée nationale, mais les choses importantes, elles se passent à Bruxelles. Von der Leyen a été reconduite. Tous les principaux postes ont été décidés, ça s'est fait en catimini. Et cette reconduite de von der Leyen, ça en dit long, ça nous envoie plusieurs messages. Premier message, vous saviez que Mélanie n'en voulait pas. Vous avez les premiers effets de la généralisation de la majorité qualifiée. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un droit de veto, surtout pour des choses comme ça. Maintenant, il suffit, pour faire passer une décision, d'avoir 55% des pays, de faire 15 sur 27, je crois, qui représentent 65% de la population de l'Union européenne. Donc ça permet des arrangements. Quand l'Allemagne et la France sont d'accord sur quelque chose, comme c'était le cas sur von der Leyen, eh ben ça permet de court-circuiter l'Italie, qui est quand même pourtant un des rares contributeurs nets de l'Union européenne. Donc voilà, première chose, une dépolitisation du pouvoir de décision. C'est-à-dire, c'est un message qu'on nous envoie. Les gens n'en veulent plus de von der Leyen, eh bien vous l'aurez quand même. Parce que nous, on a décidé que ce serait comme ça, et vous n'avez pas les moyens de vous y opposer. Deuxième chose, c'est un message qui est envoyé à la caste européenne. Comme toute, disons, organisation paramafieuse, on s'occupe de ses membres en difficulté. D'accord ? Von der Leyen est en difficulté. D'accord ? On ne peut pas la laisser tomber. Vous savez qu'on ne laisse pas tomber les gens qui sont en prison ou leur famille. Eh bien là, on la maintient coûte que coûte. C'est comme ça qu'on maintient sa puissance et son pouvoir d'attraction. Et d'un point de vue national, Macron nous envoie un message, parce que beaucoup de Français ne peuvent pas la supporter. Et il nous explique, en soutenant von der Leyen, il nous explique qu'il est déjà dans une optique post-nationale. Clairement. Voilà. Il veut être le premier empereur de l'Union européenne. Voilà les 3 messages qu'on nous envoie. Une déconnexion totale entre l'organe de décision, qui est la Commission, et les peuples. Pour quel travail exactement von der Leyen ? Représente des intérêts, je dirais, des multinationales et des grandes banques. Essentiellement, même pas pour son pays, l'Allemagne ? Non, parce que vous savez que Merkel voulait s'en débarrasser. Elle ne savait pas quoi en faire. D'accord ? Parce qu'elle est considérée en Allemagne comme une des pires, des plus incompétentes, une des pires ministres qu'on ait jamais vues. Elle traîne derrière elle, c'est même pas des casseroles qu'elle traîne, ce sont des chaudrons industriels monstrueux. Donc, ils ne savaient plus quoi en faire en Allemagne.
Elle était considérée en Allemagne comme corrompue, d'ailleurs de la même façon que Barroso était considéré comme corrompu à cause de la vente de la Société des pétroles portugais à son époque, et qu'on a fait revenir en catimini la vente de la Société des pétroles portugais, si je me souviens bien, quand il était Premier ministre dans les années 80, et on l'a fait revenir en catimini milieu des années 90 dans le secteur européen. En fait, le milieu européen est une poubelle de la corruption des États européens. Et peut-être c'est aussi une usine de recyclage. La Commission, Voilà. c'est une usine de recyclage à déchets politiques nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les États européens ont envoyé... pourquoi ont envoyé en gros leurs On ne rebuts? laisse pas tomber les rebuts. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est ça qui maintient l'attractivité de la caste. Tout le monde a envie d'en faire partie. C'est une organisation mafieuse, c'est ça la caractéristique. Nous, on a envoyé Moscovici. Comme Motovisky est tombé en disgrâce, qu'il était juste député du Doubs, ce qui est indigne pour lui comme fonction, eh bien on l'a pris, on l'a envoyé à l'usine de recyclage à Bruxelles, comme commissaire européen, puis le temps de lui trouver quelque chose à la Cour des comptes. Von der Leyen, c'est un déchet toxique, eh bien la caste vous montre qu'elle est capable de prendre le plus tocard qu'on puisse trouver et de le propulser tout en haut. Oui, mais la caste, c'est qui? C'est Monsieur Scholz et Madame... Oui, c'est une oligarchie administrative. Ce que je veux dire, c'est que oui, mais Monsieur Scholz, aujourd'hui, il a la tête d'État allemand. Oui. Il sait lui-même qu'en reconduisant Madame von der Leyen, ça va contre lui et donc contre peut-être même ces élections qui arrivent. Qui sont déjà arrivées d'ailleurs. L'esprit de caste est plus fort. Prévaut. Parce que en plus, l'esprit de caste, ça inclut le monde financier, parce que vous savez qu'il y a des passerelles. Ouais, vous êtes à la commission, vous allez retourner dans une banque, vous êtes dans une grande banque américaine, on va vous balancer à la commission. Tout ça, c'est un monde extrêmement solidaire. Et ne pas sous-estimer aussi le germanisme, entre guillemets, de ce qu'est la politique européenne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous pouvez avoir des gens qui ont 2 boulots, mais qui sont très heureux, entre guillemets. C'est un esprit de corps qu'ils ont, c'est un esprit d'outre-Rhin, d'être part de cette réussite économique globale allemande. Tant qu'on leur dit à la télévision, l'Allemagne est sur un pic économique, quelque part, ça leur refait leur journée, alors qu'ils vivent dans un pays qui, socialement, est merdique. Bon, on va avoir le débat avec tous nos amis et je donnerai la parole, cher Olivier. Mais avant ça, on va passer aux petites annonces. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.